Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique qui a pour sujet la macroéconomie, la politique et les banques centrales. Quelques questions à poser à Gilles Mouek qui est avec nous par téléphone, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons par la macro américaine. On a eu le rapport mensuel sur l'inflation et les détails de l'inflation américaine sont toujours passionnants. J'ai noté que le prix sur un mois des sous-vêtements masculins avait reculé de plus d'1%, Gilles, et la légende nous dit que c'était un des indicateurs privilégiés par Alan Greenspan pour mesurer l'état de santé de l'économie américaine. Au-delà de l'anecdote, quand vous regardez notamment les dernières données sur le marché du travail américain, ce rapport mensuel sur l'inflation, est-ce que tous les obstacles sont levés pour la Fed pour une baisse de taux? Et est-ce que le calendrier des meetings de la Fed devant nous permet d'imaginer encore l'idée d'un soft landing américain, une Fed qui resterait dans le bon timing et dans le bon tempo et qui ne serait pas trop en retard? Alors, si c'est vrai pour Greenspan, ça explique beaucoup de sa gestion de la politique monétaire sur la fin, en particulier sa préparation de la crise financière de 2008, mais passons. Non, les indicateurs sont effectivement en train de tourner au vert sur l'inflation américaine. Moi, ce que j'ai retenu en fait du chiffre d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on a une accalmie, plus qu'une accalmie, une stabilisation des prix et la conso très large sur la plupart des grandes composantes qui étaient importantes pour la Fed. Il y avait un point en particulier qui devenait de plus en plus problématique, c'est le fait que le prix des loyers ne décélérait pas. En moyenne, au cours des 14 derniers mois, on a fait à peu près 0,5 points par mois. Et là, on a fait 0,2. Donc, c'était un peu le dernier arbre à battre de la forêt inflationniste, de résistance curieuse des loyers. C'est en train de se corriger. Donc oui, je pense que c'est déjà plus ou moins présent dans les dernières déclarations de Jay Powell. On peut vraiment s'attendre à une baisse des taux en septembre. Alors, la question du calendrier, moi, je pense qu'idéalement, la réunion qui aura lieu à l'extrême fin de ce mois, on aura la préparation des esprits à la baisse des taux qui interviendra effectivement au mois de septembre. Est-ce que ça viendra trop tard? J'ai envie de dire que ça vient toujours trop tard. L'expérience qu'on peut avoir de la politique monétaire, c'est qu'en général, on baisse les taux toujours un peu trop tard et qu'on les remonte aussi souvent un peu trop tard. Mais voilà, si on rate le train de 2 ou 3 mois, c'est probablement parfaitement gérable. D'autant plus que sur les indicateurs de l'économie réelle, il y a quelques points un peu alarmants, en particulier la fameuse règle de SAM sur le taux de chômage, mais le reste de l'économie reste quand même plutôt bien tenu. Donc voilà, si la Fed arrive à baisser les taux en septembre, sachant qu'en plus les taux longs, eux, ont commencé déjà à corriger, donc on a déjà un assouplissement des conditions financières globales. On devrait pouvoir continuer à avoir un atterrissage en douceur, d'autant plus que si Trump gagne les élections au mois de novembre, on aura probablement une expansion budgétaire supplémentaire en 2025. Ce ne sera pas très bon pour l'inflation, mais ça aiderait probablement à soutenir un peu la croissance. Justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, puisque c'est quand même la probabilité montante d'avoir une vague Trump, et quand je dis vague, c'est la Maison-Blanche et l'ensemble du Congrès, Gilles, parce que sur la publication de l'inflation cet après-midi, on voit tout de suite que se renforcent également les probabilités de baisse de taux pour 2025. Dans le cas d'une présidence Trump avec des pouvoirs également à l'ensemble du Congrès, Gilles, quelle dose de conflictualité il faut imaginer entre la politique monétaire et une politique budgétaire et tarifaire commerciale telle que signalée par Trump et ses équipes aujourd'hui? Alors, autant je suis de plus en plus confiant sur la baisse des taux du mois de septembre et probablement du mois de décembre, ça me paraît atteindre un très très haut niveau de probabilité, autant je suis de moins en moins confiant sur la possibilité effectivement d'avoir une poursuite de la baisse des taux en 2025, parce que si je prends les 3 premiers éléments de la plateforme électorale de Donald Trump, qui, soit dit en passant, est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était en 2016. Les 3 éléments principaux, c'est 1, arrêt brutal de l'immigration, 2, politique budgétaire encore plus accommodante avec la prolongation des baisses d'impôts de 2017 qui étaient censées expirer en 2025, 3, guerre commerciale, en tout cas durcissement très net des tarifs douaniers. Les 3 sont éminemment inflationnistes. Sur l'immigration, on a eu l'année dernière un peu plus de 3 millions d'entrées de personnes en âge de travailler sur le territoire américain, donc plus de 1% de la population active résidente.
Sans cela, on n'aurait jamais eu le début de décélération des salaires auquel on a assisté. Donc s'il y a effectivement un arrêt brutal de l'immigration, c'est plutôt un message inflationniste. Sur le budgétaire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on devait normalement avoir des déficits en résorption légère en 2025. Si on prolonge les baisses d'impôts, on ne les aura pas. Troisième élément, sur la guerre commerciale, c'est par nature, c'est par construction une mesure qui sera inflationniste. Donc si on se met à la place de Powell en 2025 avec une présidence Trump, est-ce qu'il aura envie d'aller tellement plus loin dans la baisse des taux? Probablement pas. Et je pense que ça, c'est un élément qui permet de comprendre pourquoi il y a sans doute une espèce de seuil de résistance sur les taux longs américains. C'est-à-dire que là, on reste sur du entre 4,15 et 4,25. Je pense qu'on aura du mal à passer la barre des 4, précisément parce que le marché va être de plus en plus focalisé sur la possibilité qu'on ait une espèce de deuxième vague inflationniste en 2025. L'Europe et la France avant tout, Gilles. Alors bon, il y a la politique, alors l'arithmétique. Je ne sais pas si l'arithmétique nous aide à y voir plus clair sur une gouvernance prochaine à l'Assemblée nationale et pour l'exécutif français, mais on peut toujours miser sur l'intelligence collective, Gilles, bien sûr, mais il y a aussi l'idée qu'il y a des garde-fous disciplinaires peut-être autour de nous qui peuvent permettre d'encadrer la France dans un chemin qui resterait compatible avec celui de nos partenaires européens. Est-ce que ces garde-fous, ça va de la Constitution au marché, bien sûr, en passant par les agences de notation, les procédures de déficit excessif, est-ce que tout ça paraît solide et rassurant pour un investisseur global qui commence à avoir l'habitude de ces sujets européens, ou est-ce qu'il y a un vrai risque spécifique du poids de du fait du poids de la France et de l'éclatement du paysage politique aujourd'hui? On aura peut-être 13 groupes à l'Assemblée nationale demain. C'est un premier point. Et puis, la question conjoncturelle également qui se pose derrière. C'est combien de temps est-ce qu'on perd dans l'idée d'un décollage ou d'un redécollage de la France aujourd'hui sur le plan de l'activité économique, Gilles? L'arithmétique parlementaire plus la Constitution, ça permet quand même d'éliminer du radar les solutions qui seraient probablement les plus toxiques du point de vue du marché. Et je pense que ça explique d'ailleurs pourquoi le marché reste relativement calme. En tout cas, le marché obligataire reste relativement calme devant effectivement l'atomisation du paysage politique français. Pourquoi? Parce que ce qui a été exclu après les premiers et deuxième tours, c'est l'hypothèse application complète du programme du Rassemblement national et application complète du programme du Front populaire. On peut jouer à qui fera la pression la plus forte pour obtenir de la part du président de la République telle ou telle nomination de Premier ministre. Mais la Constitution est très claire, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et ce Premier ministre ne lui est pas imposé. Deuxièmement, arithmétiquement, les solutions extrêmes seraient renversées en l'espace de quelques jours, parce que les autres blocs parviendraient à les juguler. Donc ça, je pense que ça explique en grande partie la certaine patience du marché depuis quelques jours. Maintenant, la difficulté pour moi, ça devient une difficulté presque logistique. C'est-à-dire que il faut présenter une loi de finances initiale au plus tard début octobre, et normalement le 20 septembre, la France est normalement obligée de transmettre aux autorités européennes son plan structurel sur 4 ans. Ça laisse très peu de temps aux équipes qui seront effectivement constituées une fois qu'on aura fait le tour des solutions impossibles et qu'on arrivera aux solutions possibles. Ça laissera très peu de temps aux équipes pour arriver à quelque chose de complètement cohérent. Alors, moi je compte sur quand même une certaine flexibilité de la part des Européens en la matière. Je pense que personne n'a envie d'aller immédiatement à la collision frontale entre un gouvernement français qui respecterait globalement l'épure du pacte de stabilité et de croissance. S'il manque quelques dixièmes de points de PIB et si l'affaire ne paraît pas complètement bordée, je pense qu'on trouvera de la flexibilité. Mais encore une fois, la vraie difficulté maintenant, de plus en plus pressante, c'est une difficulté logistique. Il faut que les équipes soient en place, et il faut qu'elles soient en place avant la fin de l'été, parce que même si les équipes du ministère des Finances travaillent aujourd'hui probablement d'arrache-pied, il faut de l'instruction, il faut des cadrages.
les cadrages qui ont été envoyés hier par le ministre actuel des Finances n'ont pas en soi de validité qui excéderait la durée de vie du gouvernement actuel. Donc c'est ça plutôt qui me pose question. Mais je comprends assez bien en fait pourquoi on a cette patience du marché. Oui, effectivement. La question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'effectivement les marchés pourront être patients. Alors, information de Bloomberg aujourd'hui qui montre quand même la base de négociation entre Bruxelles et une future gouvernance politique en France. Bruxelles nous dit, plutôt que de revenir sous les 3% en 4 ans, faites-le en 7 ans, c'est 15 milliards d'euros de correction de l'exécution budgétaire chaque année. Ça montre quand même ce que vous défendiez, Gilles, une approche quand même flexible de Bruxelles par rapport à la situation française spécifique. Ouais, cette flexibilité, elle existe dans les textes. Elle existe dans le nouveau... à la France, alors. Donc, ce qui était sur Bloomberg, c'était purement la lecture des textes. C'est pas une information en soi. Mais il y a des conditions pour que, justement, au lieu de mettre 4 ans, on y passe 7, il faut que la trajectoire d'ensemble et l'engagement sur des réformes structurelles en particulier soient quand même là. C'est-à-dire que 7 ans, c'est pas de droit. Il faut le gagner. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une crédibilité minimum pour que la Commission européenne l'offre. Mais voilà, c'est quand même c'est un base. C'est qu'on arrive à trouver une combinaison gouvernementale. Alors, est-ce que c'est un gouvernement technique? Est-ce que c'est une coalition large? J'en sais rien. Mais en tout cas, une solution gouvernementale suffisamment correcte, entre guillemets, qui soit en tout cas intégrée dans le logiciel européen habituel, et avec ce minimum présent à Paris, on puisse trouver effectivement les marges de flexibilité des textes. Encore une fois, c'est ce qui était prévu, on l'a oublié, mais ce qui a été négocié dans ce nouveau système de surveillance budgétaire européen offre plus de flexibilité que le système précédent. Merci beaucoup Gilles, merci pour votre éclairage sur ces situations américaines et françaises. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, était avec nous par téléphone dans Smart Bourse ce soir.